après mon arrestation, je suis resté 3 ans et demi à Odiéné. Dans une de mes prières, j'avais bien reçu qu'il fallait que je prie pour M. Alassane Ouattara. Ça a été dur. Ça a été très difficile. Parce que j'en avais gros sur le cœur. Contre ce monsieur-là. Contre son parti politique. Contre les Français qui l'ont soutenu. Contre la communauté internationale qui l'a soutenu. Je considérais qu'il n'était pas dans son droit. Je considérais qu'il était un agresseur de cette nation. Bonjour Madame la Présidente, merci d'avoir accepté de nous donner cette interview. Merci. C'est votre première candidature à l'élection présidentielle, après des décennies de militantisme politique en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que c'est une candidature que vous avez longuement réfléchie ou est-ce que c'était une évidence? Bon, je peux dire que c'est une candidature que je n'avais pas prévue au départ. Lorsque j'ai commencé à faire la politique, je n'avais pas prévu d'être candidate aux élections présidentielles. Je me disais que le parti, oui, mais que le parti désignerait en temps voulu le responsable, le mieux placé. Pendant longtemps, ça a été le président Gbagbo lui-même, qui était le président du Front populaire ivoirien et qui a donc été notre candidat à plusieurs reprises, en 1990 et puis ensuite en 2000. En 1995, on a fait le boycott actif. Donc il n'a pas été candidat. Et puis maintenant, je suis candidate parce que j'estime que tout le projet que nous nourrissions de réaliser dans ce pays, nous n'avons pas fini de le réaliser. Et que le temps qui est là en ce moment-ci, c'est un temps qui peut être utilisé par moi pour faire avancer ce projet-là et tant que faire se peut, le réaliser. Madame la Présidente, depuis votre sortie de prison en 2018, vous ne cessez de parler de réconciliation. Est-ce que ça veut dire que cette réconciliation en Côte d'Ivoire n'a jamais été réalisée? Et si vous deviez la réaliser, si vous êtes demain au palais présidentiel, ce serait quoi la réconciliation selon Simone Gbagbo? Alors vous voyez, ce pays-là a connu la guerre. Et une guerre civile. C'est-à-dire une guerre qui a opposé des Ivoiriens à d'autres Ivoiriens. Et nous avons eu des morts, des milliers de morts. La communauté internationale parle de 3000 morts. Mais nous avons eu effectivement plus de 35 000 morts dans la Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas passer ça comme ça, à perte et profit. Il y a eu beaucoup de palabres, beaucoup de chagrin, beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse. Il y a eu également beaucoup de pertes. Là, j'ai parlé de pertes en vie humaine, mais de pertes de biens. Il y a eu de nombreux citoyens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur terre, qui ont perdu leur plantation, pour ceux qui sont au village, qui ont perdu leur commerce, pour ceux qui sont en ville. Ça ne peut pas rester comme ça. Et je pense qu'il y a un travail à faire. Quand je parle de réconciliation, je vais parler de la nécessité de faire le plaidoyer pour obtenir le pardon. C'est la première chose. Ceux qui ont perdu, qui ont subi des choses, qu'ils acceptent de pardonner. Ceux qui auront été identifiés comme responsables des souffrances des autres, qu'ils acceptent de demander pardon. Et puis que quand quelqu'un demande pardon, qu'on accepte de le pardonner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut réorganiser la vie commune. En Côte d'Ivoire, nous avons une soixantaine d'ethnies. Et les conflits qu'il y a eu ont opposé des ethnies à d'autres ethnies. Il faut qu'à ce niveau-là, il y ait également un travail qui se fasse, une rencontre entre populations pour que nous acceptions de signer un pacte commun qui va nous interdire désormais à un peuple, à un citoyen, à un individu de ce pays-là, de se donner le droit de venir faire verser le sang de l'autre, de son frère, de son voisin. Il faut qu'on signe un pacte, qu'il y ait une véritable alliance patriotique entre les différentes communautés qui peuplent la Côte d'Ivoire.
Troisièmement, il y a des biens qui ont été perdus. Partout où on peut faire des restitutions, il faut les faire. Il y a des gens qui aujourd'hui sont assis dans la propriété des autres. Ils doivent restituer les biens à leurs propriétaires. Il y en a qui ont perdu les biens et qui ne les retrouveront jamais. Il faut voir comment les dédommager, cela. Et puis, le sang qui a été versé, il faut voir comment on va rendre hommage aux morts que nous avons eus dans ce pays. Tant que ceci n'est pas réalisé, l'unité va demeurer fragile. Et si l'unité est fragile, à n'importe quel moment, les choses peuvent encore exploser. C'est pour ça que je considère que c'est extrêmement important de réaliser la réconciliation. Ça n'a pas encore été fait. Et il faut que ça se fasse. À Guy-Biroir, Charles Blé Goudé a employé un terme propre à lui. Simone Gbagbo a accompagné derrière, accompagné au milieu. Maintenant, elle veut être devant. Quand elle est sortie des prisons, elle a créé son parti, l'UMGC. Aujourd'hui, elle est candidate à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en créant son parti, est-ce qu'en étant aux avant-postes, ça veut dire que l'idéologie qu'elle partageait avec Laurent Gbagbo, cette idéologie-là, ne vont plus ensemble? L'idéologie, c'est une chose. La structure qui agit pour mettre en œuvre l'idéologie, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Je pense que l'idéologie, de mon point de vue, demeure commune. Je pense que ça demeure commune. Moi, je suis d'une tendance idéologique social-démocrate. Avec en plus, n'est-ce pas, pour moi, le besoin d'organiser ce pays pour que la souveraineté revienne aux nationaux eux-mêmes. Voici moi ma position. Et puis ceci à l'intérieur d'une Afrique que nous devons bâtir ensemble. Voilà tout cela que je résume, que je mets dans mon idéologie. Mais ce travail n'est pas achevé. Et tous ceux qui sont prêts à faire ce travail-là, je souhaite qu'ils se joignent à moi pour continuer, pour réaliser ce travail. Il y a beaucoup de rumeurs. Vous avez démenti certaines rumeurs, notamment le financement de votre campagne par le président Alassane Ouattara. On parle de 6, de 7 milliards. Vous avez démenti, on était à Guy-Biroir, on a entendu. Si vous n'avez pas les 6 milliards, une campagne électorale, ça coûte extrêmement cher. Parcourir un territoire comme la Côte d'Ivoire, c'est vaste. Où est-ce que Simone Gbagbo prend son argent, payer le carburant, faire des t-shirts, des affiches? Les militants participent. Les militants participent. Je suis parti à Guy-Biroir, je suis parti à Diokwe, je suis parti à Korogo, je suis parti à Katiola, à Yamsoukro, à Bouaké. Les militants ont participé. Sur place là-bas, là, ils ont contribué, ils se sont déplacés, ils ont payé leur repas, etc., etc. Les militants participent énormément. Il y a quelques donateurs également. L'un de vos premiers mots à la sortie de prison, c'était de remercier le président Alassane Ouattara. Quels sont vos rapports aujourd'hui dans cette ambiance, dans cette atmosphère qu'on a en Côte d'Ivoire? Avec M. Alassane Ouattara? Oui, c'est lui le président de la République, mais oui. c'est quand la dernière fois que vous êtes entretenu avec lui, par exemple? Entretenu? Entretenu. Au téléphone? Non, non. Ah oui, j'ai parlé à M. Alassane Ouattara au téléphone quand je suis sorti de Bouaké en 2023. J'ai rencontré à Bouaké, ils m'ont fait cet honneur-là, une délégation du RHDP qui est venue participer au meeting que nous avions fait à Bouaké. Et ils ont dit, ah, mais ce serait bien si vous appeliez le président pour le saluer. Je l'ai donc appelé et puis je l'ai salué. Sur le plan sécuritaire, notamment sur la question de la montée des tensions entre la Côte d'Ivoire et ses pays voisins, notamment le Burkina Faso, mais le reste aussi de l'AES, qu'est-ce que vous préconisez et qu'est-ce que vous pensez de la création de l'AES et de ses partenariats? Au début, nous étions tous dans la CEDEAO. Et puis, les difficultés des pays
les ont amenés à adopter des positions, à poser des actes qui ont finalement, en quelque sorte, amené à la constitution de l'AES. C'est des choses qui auraient pu nous arriver à nous aussi. Vous vous souvenez qu'en 2010, entre 2010 et 2010, nous-mêmes, nous avons été bombardés, vilipendés, attaqués, d'abord par des troupes qui sont venues de l'étranger, et puis ensuite par les forces licornes, par les forces onusiennes, etc. Les pays d'Afrique aujourd'hui ont le défi de relever eux-mêmes leur souveraineté, mais également leur sécurité et leur développement. Et quelquefois, ça rencontre des embûches d'autres, d'États voisins, ou même l'ancien colonisateur, qui n'a pas encore renoncé complètement à la France-Afrique. Je pense que c'est ça qui a amené la création de l'AES. Mais l'AES est à nos portes. Ce sont nos voisins immédiats. Nous avons des citoyens de ces pays-là qui habitent chez nous par millions. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de ne pas avoir de relations avec les États de l'AES. Donc, nous sommes obligés et nous avons et nous aurons des relations avec les États de l'AES. Nous avons même intérêt à mener toutes les négociations au plan diplomatique pour arriver à bâtir ensemble la sécurité de la sous-région. Chacun, bien sûr, dans son territoire, mais sécurisant ensemble toute la sous-région pour éviter les attaques, les intrusions de voisins dans votre pays, dans votre territoire, organisant ensemble, n'est-ce pas, la vie économique. Nous, les Ivoiriens, là, nous ne pouvons pas nous passer de produits qui vont venir du Burkina Faso, qui vont venir du Niger, qui vont venir du Mali. Nous recevons l'oignon de ces pays-là. Nous recevons la tomate de ces pays-là. Nous recevons le maïs de ces pays-là. Eux, ils nous achètent notre coton, ils nous achètent notre atchèque, ils nous achètent notre poisson. Il y a donc des échanges qui se sont tissés et qui ne pourront pas se détruire. Donc, les pays de l'AES, là, ils mènent des politiques à l'intérieur de leur pays pour sauvegarder leur pays. Mais nous, en Côte d'Ivoire, nous avons besoin d'organiser une relation conviviale, sécuritaire, avec tous ces pays-là pour nous en sortir. Sinon, c'est toute la sous-région ouest-africaine qui va déstabiliser. Vous voyez déjà les impacts au Bénin, les impacts au Togo. Le Libéria est sorti de la guerre, il ne faut pas que le Libéria retombe encore dans les agressions et dans la guerre. Donc, c'est vraiment un problème qui est régional, sous-régional, mais qui est d'une importance qui est vitale et capitale. Il ne faut pas rentrer dans des conflits de celui-ci veut l'AES, celui-là ne veut pas l'AES. Si eux, ils veulent l'AES, c'est leur problème. Mais nous, ici, nous devons avoir avec eux des relations qui soient conviviales, cordiales, pour que nous organisions des choses ensemble. Vous parlez donc de ces résidus de France-Afrique. Vous préconisez aussi dans votre programme la souveraineté de la Côte d'Ivoire et l'ouverture à des partenariats internationaux plus diversifiés. Est-ce qu'il faut rompre avec la France? Je ne pose pas le problème en termes de rupture avec la France. Mon souhait pourtant, ce serait que la France-Afrique, là, elle se mette à côté. Et que la France a des intérêts en Afrique. Que ces intérêts en Afrique, là, soient sauvegardés, discutés, protégés, pour que nous arrivions à un accord, à un modus vivendi entre nations et peuples qui doivent se respecter et qui doivent s'entraider mutuellement. Mais la politique de la France qui va venir continuer de gouverner l'Afrique
comme c'était à l'époque coloniale et comme ça a été le cas même il n'y a pas encore très longtemps avec la France-Afrique. Je pense que c'est une situation qui est dépassée et qu'il faut que les Français apprennent à dépasser. Au sujet de votre parcours politique, après la crise de 2011 qui vous a mené derrière les barreaux, vous êtes maintenant candidate et libre. Est-ce que vous avez conservé des griefs à l'encontre de la France ou de la communauté internationale? Vous savez, quand j'étais au dîner, c'est-à-dire tout à fait après mon arrestation, je suis resté 3 ans et demi à Odiéné et je faisais beaucoup de réflexions, beaucoup de prières et tout cela. Et dans une de mes prières, j'avais bien reçu qu'il fallait que je prie pour M. Alassane Ouattara. Ça a été dur, ça a été très difficile, parce que j'en avais gros sur le cœur contre ce monsieur-là, contre son parti politique, contre les Français qui l'ont soutenu, contre la communauté internationale qui l'a soutenu alors qu'il n'était pas dans le droit. Je considérais qu'il n'était pas dans son droit. Je considérais qu'il était un agresseur de cette nation. Et puis, je reçois qu'il faut lui pardonner et qu'il faut prier pour lui. J'ai même reçu un texte de prière à réciter pour lui chaque matin et chaque soir. Et j'ai fait ça pendant une semaine. Chaque matin et chaque soir. À la fin de la semaine, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été guéri de toute ma rancœur contre ce monsieur. Et j'ai compris qu'en réalité, garder de la rancune, c'est entretenir en soi-même la possibilité d'attraper des maladies graves. Se libérer de la rancune, se libérer de la rancune, se libérer de l'aigreur, se libérer même du chagrin. En réalité, c'est se rendre service à soi-même d'abord. Et c'est ce que j'ai suivi. De sorte qu'aujourd'hui, je pose le problème du pardon. Je pose le problème de la réconciliation. Mais je me bats pour ne pas avoir de rancœur contre quelqu'un, qui que soit cette personne. Vous réputez une image qui vous a été longtemps attribuée, notamment au temps de votre passage à la présidence en tant que première dame. C'est cette image de dame de fer. Qu'est-ce que vous lui reprochez et pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette image? Ça dépend de ce qu'on entend par dame de fer. Il y en a qui ont estimé que j'étais une personne très autoritaire, qui prenait même les décisions à la place de son mari, qui était le chef de l'État, et qui ne pardonnait rien, et qui tapait dur, un petit peu comme ces communistes qu'on a décrits au début du siècle passé, et qui se promenaient, n'est-ce pas, le couteau entre les dents pour tuer, pour trucider, pour taillader. Quand c'est cette image-là, je la récuse, parce que ce n'est pas du tout comme ça que je suis. Par contre, les problèmes qui se posent dans nos nations africaines sont des problèmes qui exigent de l'individu qu'il ait de la fermeté, qu'il ait de l'ouverture, qu'il ait de la sagesse, qu'il ait de l'intelligence, mais qu'il ait de la résolution et qu'il ait de la fermeté. Alors là, vous pourrez trouver ça chez moi. Parce que c'est nécessaire. Le plus jeune candidat à cette élection a 60 ans. C'est le plus jeune, c'est Jean-Luc Bion. Le plus âgé, 83 ans, Alassane Ouattara. Vous en avez 76. Quand on élargit un tout petit peu, Laurent Gbagbo, il en a 80. Et tous les partis parlent de nouvelle génération. À quand cette nouvelle génération en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas moi qui fixe le destin. Ce n'est pas moi qui fixe le destin. Mais est-ce qu'au niveau de votre parti, il y a une sorte de stratégie? Oh, on y travaille abondamment. Parce que c'est même un devoir. Hein. La relève doit être assurée. Et il faut travailler, il faut préparer les gens, il faut former les gens pour que la relève soit assurée de la bonne manière. Voilà ce que moi je vous réponds. On y travaille, nous.
Nous sommes à 5 jours de cette présidentielle-là. Où en êtes-vous avec ces négociations pour que Awa Domelo et Simone Evegbabo aient une seule candidature pour le 25 octobre? Apparemment, c'est ça votre souhait. C'est ce qui a été annoncé. Par qui? Par Domelo lui-même. Dans ce cas-là, posez la question à Domelo. Non, dans une interview à Jeune Afrique, il avait dit que ce serait bien que la gauche... Oui, il avait dit que ce serait bien que la gauche se mette ensemble. Mais quand j'ai bien écouté Domelo, il parlait de se mettre ensemble pour le second tour. Et voilà. Et donc, pour le premier tour, bon, chacun s'en va se battre. Je crois que c'est un petit peu ça que j'ai compris dans la proposition de M. Domelo. Moi, je ne suis pas contre le fait de se mettre ensemble. Mais bon, on fait comme on peut. Sur le plan politique, quelles sont aujourd'hui vos relations avec Laurent Gbagbo? Est-ce que vous avez des canaux de discussion toujours ouverts? Et avec le PPACI de manière plus large? Les PPACI, ce sont des gens qui ont été mes camarades. Donc, on continue de parler. Hein? On continue de parler entre nous, mais bon. Ce sont des discussions qui ne vont pas très loin pour le moment. La demande de dialogue politique, c'est la demande d'une discussion entre les partis qui sont dans l'opposition et le gouvernement. Nous avons fait cette demande-là au moins 1 an à l'avance. Hein. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai parlé de ça, c'était à Bouaké en 2023. Ensuite, nous avons organisé la CAP Côte d'Ivoire avec le PDCI même à l'intérieur de la CAP Côte d'Ivoire. Et nous avons fait tout un programme de discussion, des thèmes avec le gouvernement et des propositions à soumettre au gouvernement. Et le gouvernement n'a pas accepté de s'asseoir et de discuter. Il a préféré aller directement aux élections. Donc, on s'est retrouvés aux élections. On s'est retrouvés aux élections et on n'a pas pu créer ensemble une entité. On a vu le PPACI qui est allé créer le Front commun. Et puis, alors qu'il y avait déjà la CAP et que le PPACI lui-même avait été signataire de la création de la CAP, et puis il en est sorti pour aller créer le Front commun. Et bon, on n'a pas pu continuer donc de collaborer, de travailler ensemble pour obtenir les réformes que nous souhaitions. Parce que nous avons besoin dans ce pays. On n'a pas pu obtenir aujourd'hui, mais demain, il faudra remettre cela. Il faut discuter, renégocier, il faut réformer la manière dont les élections sont organisées en Côte d'Ivoire. Donc, bon, on en parlera, mais après. Pour aujourd'hui, là, le constat que je fais, c'est que nous allons aux élections. Nous estimons que c'est la meilleure voie. Il y en a qui vous disent, oui, mais quand vous allez aux élections, vous aidez le 4e mandat à se confirmer. Mais si on ne va pas aux élections et qu'il y a la SE, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas le 4e mandat qui est confirmé encore plus simplement. Nous estimons que nous, tout ce que nous pouvons faire, nous n'avons pas obtenu le dialogue. Nous n'avons pas obtenu donc les réformes. Il faut se battre avec ce qu'il y a comme réalité. Et si on se bat tous, si on se met tous ensemble, je suis sûr qu'on peut renverser cette situation-là et donner la chance au 4e mandat de ne pas exister et donner la chance à ce régime-là de passer pour qu'un nouveau régime prenne place et conduise le pays là où nous souhaitons conduire le pays. C'est donc une possibilité? Ah oui, j'y crois. Non, je veux dire que cette alliance ait lieu. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je me dis qu'il est un petit peu tard maintenant pour cette alliance entre le Front commun et la CAP Côte d'Ivoire. En tout cas, et nous, ça me semble maintenant, même pour obtenir les réformes, ça me semble trop tard. Nous parlions de revisiter la liste électorale.
C'est trop tard aujourd'hui pour aller revisiter les listes électorales. Nous parlions de revisiter le découpage électoral. Aujourd'hui, c'est trop tard pour revisiter le découpage électoral. Nous parlions de réformer même la CEI elle-même. Aujourd'hui, c'est trop tard pour réformer la CEI. Les élections, c'est dans quelques jours. Donc, c'est après. C'est remis à plus tard. Est-ce que Mme Simone et Yves Gbagbo ne craignent pas une autre crise post-électorale en Côte d'Ivoire après ce qu'on a connu en 2010 et en 2011? Ce n'était pas mon souhait. Mon souhait, c'est que cette année, nous puissions avoir des élections tranquilles. Et la chose était possible. Si nous avions obtenu cette discussion-là, le dialogue politique, ça aurait été tranquille. Si nous avions obtenu une loi d'amnistie pour le président Laurent Gbagbo, la chose aurait été tranquille. Et on aurait pu alors obtenir. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai dit la situation particulière du président Laurent Gbagbo, c'est une véritable injustice. Voici un monsieur qui a été chef d'État. Pendant qu'il était chef d'État, son régime a été attaqué. Au point que même la BCEAO, qui régit toutes les finances, n'est-ce pas, de la région, avait décidé de bloquer les fonds de la Côte d'Ivoire, de l'État ivoirien, à mesure de représailles contre le président Gbagbo. Ce n'est pas normal, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas le rôle de la BCEAO. Personne n'a donné ce droit-là, ni à la CEDEAO, ni à la BCEAO, ni à l'Union africaine. Ils l'ont fait, avec le soutien de la France en plus. Ils l'ont fait. Et M. Gbagbo se lève d'autorité, il va prendre l'argent dans les caisses de la BCEAO, l'argent qui appartient à l'État ivoirien, pour venir payer les fonctionnaires ivoiriens et faire face aux besoins de l'État ivoirien. Et on l'arrête. Et on le condamne à 20 ans pour cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je l'ai dit, les juges se sont permis de prendre une telle décision, de le condamner à 20 ans et de lui supprimer ses droits civiques. Mais la décision des juges est une décision unique. Et au moment où moi-même j'étais en procès, je posais la question au juge qui m'interrogeait sur cette même question. Je lui ai dit que si M. Gbagbo a commis un détournement, une forfaiture, en allant prendre l'argent de la BCEAO, mais cet argent de la BCEAO-là a servi à vous payer votre salaire à cette époque. Donc vous qui avez reçu cet argent, très heureux, n'est-ce pas, d'avoir votre salaire. Vous êtes donc un receleur. Lui, il est voleur, et vous, vous êtes donc receleur. Et pourquoi est-ce que vous êtes assis là, me juger? Vous voyez? C'est pour ça que je dis que c'est une décision qui est tout à fait unique. Le président de la République, pour organiser la paix, pour amener l'apaisement dans ce pays, aurait dû casser ce procès-là en faisant prendre une loi d'amnistie qui allait effacer cette peine, effacer les décisions, les conséquences de cette peine. Et puis M. Gbagbo se retrouvait sur la liste électorale. Et puis c'est tout. Il est candidat. S'il est aimé, il gagne. S'il n'est pas aimé, il perd. Et puis c'est tout. Les élections, c'est ça. Or, ils l'ont écarté d'autorité par cette décision qui n'est pas juste. Voilà son peuple qui est dans la rue. Et voilà les difficultés qui sont dans le pays, la tension qui monte et qui n'arrête pas de monter dans le pays. Tout ça là, c'est ça là. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je n'en sais rien. Mon souhait, c'est que ces élections se déroulent de façon paisible. Est-ce que ça va être le cas? Dieu nous le montrera. S'il y a des affrontements et que les élections ne peuvent pas s'organiser, les élections ne seront pas organisées. Mais ce serait dommage. Vous voyez? Ce serait dommage qu'on passe à côté d'une solution aussi simple
de ce problème-là. Voilà. Est-ce que vous parlez encore à Tidjane Thiam? Et que pensez-vous du message qu'il a lancé le 18, donc samedi dernier à Paris, en disant que dans 7 jours, la Côte d'Ivoire sera libérée? Est-ce que vous l'avez appelé? Est-ce qu'il vous a appelé? Comment comprenez-vous ce message et comment l'interprétez-vous? M. Tidjane Thiam ne m'a pas appelé et je ne l'ai pas appelé non plus. Maintenant, je le laisse responsable de toute sa déclaration, de toute sa décision. Moi, je suis au pays. Moi, mon souhait, c'est que ces élections-là puissent se tenir et que les Ivoiriens puissent sortir en grand nombre pour aller voter. Maintenant, si lui, il a prévu autre chose, il ne m'en a pas parlé et c'est sa responsabilité. On verra bien ce qui se passera ce jour-là. Le parti politique de Guillaume Soro, dissous, s'était joint en juillet à Trop c'est trop, au mouvement de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous êtes favorable au retour de l'ancien Premier ministre en Côte d'Ivoire? Monsieur Soro est un Ivoirien, un jeune Ivoirien. Bon, aujourd'hui, il est moins jeune, mais par rapport à moi, je peux encore l'appeler un jeune Ivoirien. D'ailleurs, quand il me parle, il m'appelle maman. Il a pris un chemin, et je le lui ai dit dès le début, il a pris un chemin que j'ai considéré comme pas bon. Prendre les armes pour conquérir le pouvoir dans une république où la démocratie est organisée, où on peut gagner des élections et parvenir au pouvoir, prendre les armes, tuer des gens, recruter des rebelles pour les amener dans le pays, tuer d'autres Ivoiriens, rien que pour accéder au pouvoir politique. Je pense que ce n'est pas bon. Il l'a fait. Et je lui ai dit qu'il a eu tort de le faire. Je continue de dire qu'il a eu tort de le faire. Maintenant, depuis que ça s'est passé, j'ai entendu Soro, Guillaume, demander pardon aux Ivoiriens. Plusieurs reprises. J'ai parlé moi-même avec Soro Guillaume au téléphone, il y a déjà longtemps. Et je l'ai entendu là encore demander pardon. Ce Soro-là qui demande pardon aux Ivoiriens, si c'est Soro qui retourne au pays et que les Ivoiriens sont fâchés contre lui, à juste titre, je serai prête à le prendre par le bras pour obtenir le pardon des Ivoiriens. Si ce n'est pas ce Soro-là qui revient au pays, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Voilà ce que je peux vous répondre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci à vous.